Merci de votre présence. Donc, au nom du CCDMD, du Cégep Édouard-Montpetit et de l'École nationale aérotechnique, je vous remercie d'être venus à cette journée. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous que de vous recevoir ici et j'espère que la journée sera riche en discussion et en réflexion. Sur ce, je cède la parole à M. Sylvain Lambert, directeur général de l'École nationale d'aérotechnique et du Cégep Édouard-Montpetit. Il sera suivi de Cathy Dugas, directrice du CCDMD. Bonne journée. Tu nous as fait peur. On ne veut pas te perdre en début de journée, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'École nationale d'aérotechnique. J'imagine que pour plusieurs d'entre vous, c'est une découverte. C'est une école un peu cachée près de l'aéroport de Saint-Hubert et vous aurez l'occasion de la visiter. Une école dont on est très fiers, évidemment, qui est associée à l'École nationale d'aérotechnique, mais qui est un petit cégep en soi. Il y a quand même 1000 étudiants ici, 3 programmes, mais bon, quand même, on se défend bien. Et où est-ce qu'il y a un enjeu autour de la langue, puisque c'est de la langue que nous allons parler, de la langue française, et vous êtes, j'imagine, tous des ardents défenseurs de la qualité de la langue. Je suis un peu partie de la famille, étant moi-même un ancien professeur de français et de littérature, alors évidemment, vous comprendrez que je suis aussi sensible à la langue. Et je demandais à Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je dise aux gens, là, au nom de l'institution? Il a dit, parle avec ton cœur. Alors, je vais essayer, il va y aller avec mon cœur. En fait, moi, ça me touche toujours de voir des gens comme ça qui décident de donner leur temps, puis de prendre beaucoup de temps pour essayer d'améliorer le français de nos étudiants, qui, on le sait, n'est pas toujours, est à vitesse variable. Hein? On a des étudiants qui sont extraordinairement doués et qui nous aident souvent, on s'associe avec eux, on en fait des tuteurs et c'est formidable. Et bon, et il y en a d'autres qui partent de très loin. Je peux le voir, même si je ne suis plus dans les classes depuis quelques années, c'est assez, et on se demande par où on prend ça. Et ce défi-là que vous avez quotidiennement, franchement, bravo, chapeau, moi, ça m'impressionne. Ceci étant dit, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite des discussions enrichissantes et je vous souhaite de pouvoir, en fait, l'intérêt d'une communauté de pratique, si on peut vous appeler ainsi, évidemment, c'est toujours de voir un peu quelles sont les meilleures pratiques d'une organisation à l'autre, d'une institution à l'autre, et puis d'échanger sur cela. Et moi, je suis très heureux d'être dans un cégep où est-ce on s'est mérité dernièrement des prix, notamment pour la valorisation de la langue française. On y met un effort constant. On essaie d'être je vais dire un mot, on ne peut plus français, des leaders, d'être des chefs de file dans cette perspective-là. Alors, donc, influençons-nous positivement. Et puis, nous aussi, je suis convaincu, nos oreilles vont être grandes ouvertes, puis on va se laisser influencer par ce qui se fait un peu partout ailleurs, parce que je pense qu'il y a un grand défi de ce côté-là. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, bonne rencontre à tous. Merci. Alors, bonjour. Je suis est-ce que vous m'entendez bien? Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette 31e édition de l'Intercaf. Je voudrais, bien entendu, remercier le Cégep Édouard-Montpetit pour nous accueillir pour cette 31e édition dans un endroit magnifique. C'est ma première visite ici. J'étais impressionnée à l'entrée en bas. C'est vraiment génial. Vous n'avez rien vu, les hangars, 35 aéronefs, vous allez avoir... On y va cet après-midi, on y va. Alors, je voudrais aussi remercier toute l'équipe organisatrice qui a travaillé très fort pour faire de cette journée un succès. Alors, du Cégep Édouard-Montpetit, merci Rachel Belzile, directrice adjointe des études et responsable des CAF, Jean-Sébastien Ménard, professeur de langue et littérature et responsable du dossier de la valorisation de la langue, Anne-Marie Tézine et Véronique Fortin, également professeurs de français et co-responsables du CAF du campus de Longueuil. Julie Pellan, technicienne au CAF du campus de Longueuil. Naomi Briand, technicienne au CAF du campus de l'ENA. Claude Delattre, professeur de littérature et co-responsable du CAF du campus de l'ENA. Merci également aux enseignants de l'ENA, à l'équipe de la bibliothèque et aux tuteurs, tutrices qui nous accompagneront tout au cours de la journée d'aujourd'hui. Merci à vous tous.
Du CCDMD, merci Dominique Fortier, conseillère pédagogique chargée de projet et responsable de l'Intercaf 2017, qui a travaillé très fort avec Jean-Sébastien pour organiser cette journée-là. Merci Dominique. Merci à Véronica Gill, conseillère en communication, qui joue au photographe aujourd'hui avec nous. Je voulais en profiter pour vous présenter notre nouvelle recrue au CCDMD, Sarah Marcoux. Elle va se joindre à nous dans quelques minutes, mais je voulais souligner que Sarah en était à sa toute première rencontre Intercaf. Donc, je voulais lui souhaiter une très bonne journée. Je voulais évidemment vous remercier, vous tous, qui acceptez année après année, depuis 31 ans déjà, de partager avec nous votre expérience, votre expertise. Comme vous l'avez remarqué, cette nouvelle édition va laisser une large place pour les échanges. À cet égard, et parlant d'expertise, je voulais remercier Madame Colette Ruet, enseignante retraitée du Cégep de Trois-Rivières et animatrice du réseau REPFRAN, ainsi que Madame Colette Buguet-Melançon, enseignante retraitée du Cégep Édouard-Montpetit et fondatrice du premier centre d'aide en français. Merci, mesdames, d'avoir accepté de vous entretenir avec nous sur la mission et l'avenir des CAF. Comme on vous le mentionnait dans le programme, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Vous comprendrez qu'on ne pouvait être mieux accompagné que par ces deux personnes pour nous rappeler d'où on vient. Sans plus tarder, je te laisse la parole, Jean-Sébastien, pour démarrer la journée, le programme de la journée. Merci tout le monde et une très belle journée. Comme Mme Dugas vient de le dire, aujourd'hui va être l'occasion de discuter ensemble, de partager, d'échanger sur nos pratiques, de voir quels sont nos bons coups, de réfléchir à nos problèmes, d'essayer de trouver des solutions ensemble. On va parler de notre présent, on va parler évidemment un peu du futur, parce qu'on va réfléchir à ce qui s'en vient. On va voir comment on peut s'influencer les uns les autres, mais pour bien parler du présent et du futur, on a pensé que c'était intéressant de jeter un regard vers le passé, de se souvenir de la création des CAF, quelle était la mission à l'origine des CAF, pourquoi il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui ont décidé de fonder un premier centre d'aide. En même temps, on va entendre sous peu deux personnes parler, deux femmes vraiment très inspirantes, qui sont des modèles d'une certaine façon, puisque une a fondé un CAF, a fondé le premier CAF du Québec, Mme Colette Buguet-Melançon, et en même temps, elle était visionnaire, puisqu'elle a entrevu le réseau REPFRAN, qui n'existait pas à l'époque, qui a pris forme quelques 20 ans plus tard, et qui est chapeauté, animé par Colette Ruet. Donc, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous invite à entendre Colette Buguet-Melançon et Colette Ruet, qui vont discuter et qui vont se souvenir ensemble de la route parcourue depuis la naissance du premier CAF jusqu'à aujourd'hui. Accueillons-les. En guise de présentation, je vous livre une petite anecdote. Oui, ça va. Il y a quelques années, oui, plusieurs, j'étais à la commission d'évaluation du collégial et on visitait, évidemment, on m'envoyait visiter les CAF. Alors là, un jour, une des très charmantes jeunes collègues m'expliqua avec beaucoup de conviction le concept du CAF. Alors, j'ai alors compris que le temps avait passé, mais que l'essentiel, le passage du relais, était pris. Je voudrais tout d'abord, j'ai pas l'habitude, hein, je voudrais tout d'abord remercier le collège Édouard-Montpetit, que j'appellerais mon collège, avec une certaine nostalgie, et aujourd'hui particulièrement à l'École nationale d'aérotechnique, qui accueille le traditionnel et presque trentenaire Intercaf. Quel meilleur lieu, l'ENA, pour prendre un nouvel envol. Cet accueil à l'ENA est symbolique
l'engagement institutionnel prouve qu'au fil du temps, le soutien indéfectible de l'administration aux mesures d'amélioration de la maîtrise de la langue ne s'est pas démenti. La politique de valorisation de la langue a fait son œuvre. J'en suis émue et reconnaissante. Je voudrais remercier le CCDMD, notamment Charles Gravel, qui a accompagné l'aventure des CAF depuis le début en permettant la création, la diffusion et le partage du matériel pédagogique et en offrant une tribune de réflexion sur le rôle de la langue dans Correspondance. Et finalement, en prenant en charge les intercaf, maintenant assumés par Dominique Fortier. Je voudrais bien sûr souligner très chaleureusement l'engagement de mes collègues organisateurs et organisatrices, Anne-Marie Tézine, Jean-Sébastien Ménard, qui ont pris le relais dans le combat pour un français plus maîtrisé au collégial. Je veux vous remercier de votre présence. Merci. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui qui témoigne à l'évidence que le projet de 1986 n'est plus un projet, mais une réalité bien vivante. Quand nous avons impulsé ce concept d'intercap, c'était pour briser le repli sur soi très néfaste qui prévalait dans les collèges. On gardait jalousement ces recettes pour surtout pas se les faire voler. Et en tentant de survivre d'une année sur l'autre. Les échanges lors des intercaf ont permis de créer une solidarité fructueuse au plan matériel, du matériel pédagogique et du financement. Je souhaite enfin remercier de tout cœur ma collègue Colette Ruet qui m'a donné l'occasion de renouer avec le plaisir du travail en duo, qui fut un réel bonheur au cours de mes années CAF, une vraie cure de jouvence. Colette a été responsable du centre d'aide ici à Édouard-Montpetit. Combien d'années? Je pense que c'est 12 ans. Alors, quel souvenir t'en gardes? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, le CAF représente pour moi le plaisir d'avoir pu mettre en œuvre une idée simple et naturelle qui allie la responsabilité professionnelle et une forme d'engagement social. Cette expérience pédagogique est enrichissante. Elle rompt avec la tradition des cours magistrales pour répondre de façon plus pertinente aux besoins individuels des étudiants, pour que la langue finalement soit moins un obstacle qu'un trait d'union. Et pour toi? Pour moi, ça a été un pur bonheur. Le bonheur de vivre la relation d'aide, le bonheur de découvrir et de faire découvrir ce que j'appelais la grammaire de l'erreur. Alors, j'ai fait découvrir ça aux aidants et ensuite à mes collègues. Est-ce que tu peux nous parler de la création du CAF ici et des CAF? Bon, alors, la création, c'est une aventure pédagogique née en 1985 de l'inquiétude grandissante des professeurs du département quant à la mauvaise maîtrise de la langue de nombre d'étudiants, ce qui constituait pour nous un obstacle regrettable à l'expression de leurs pensées. Et cette frustration s'exprimait en je me comprends, tu sais veut dire, voilà. La volonté de remédier à la situation ne devait cependant pas empiéter sur l'enseignement de la littérature. C'était notre grand défi. D'autant que nous avions la conviction profonde que la maîtrise de la langue conditionnait l'accès à la littérature. Et de plus, nous voulions assumer au collégial notre part de l'effort collectif et ne pas rejeter systématiquement la responsabilité des lacunes du français au secondaire, voire primaire. Les étapes? Oui. Les étapes. Bon, alors une réflexion fut d'abord amorcée dans divers comités du département, puis confiée à mon regretté collègue Daniel Lantier et moi. Notre recherche d'une voie différente des cours magistraux, du cours d'appoint, jugé de plus en plus inefficace parce qu'il ne répondait pas aux besoins de chacun, nous a conduit vers une approche d'enseignement résolument différente, voire révolutionnaire, et vous allez voir pourquoi. La méthode mutuelle. Qu'est-ce que c'est que la méthode mutuelle? Alors, c'est innové en 1747 à Paris. Un petit avion, vite, soit 40 ans avant la Révolution française. Puis exporté en Angleterre
Ce concept d'enseignement mutuel propose une pédagogie active et coopérative, comme quoi le passé peut être garant de l'avenir. Et je vais vous lire le petit extrait. Dès l'année 1747, ce mode d'instruction était en vigueur à Paris dans une école de plus de 300 élèves, établie par M. Herbeau, à l'hospice de la Pitié en faveur des enfants pauvres. Des témoins oculaires, dignes de foi, c'est le langage de l'époque, ont cité avec éloge en différentes occasions les succès obtenus par cette méthode. En 1772, la charité ingénieuse du chevalier Paulet conçut et exécuta le projet d'appliquer une semblable méthode à un grand nombre d'enfants que la mort de leurs parents laissait sans appui dans la société. Ces généreux efforts ont attiré les regards de Louis XVI. Après ça, il s'est fait... il n'avait plus grand temps à vivre. Bientôt, la munificence éclairée de ce vertueux prince permit au bienfaiteur de l'orphelin d'asseoir son établissement sur une base à la fois plus solide et plus étendue. Alors, dans l'école mutuelle, l'organisation est totalement différente. Un seul maître est nécessaire pour faire fonctionner jusqu'à 800 élèves. Hein? Ça t'embouche un coin? Ce système peut fonctionner à plusieurs étages avec des moniteurs généraux, des moniteurs intermédiaires jusqu'au niveau le plus bas, des élèves débutants. Tout le monde apprenant à son niveau et enseignant au niveau inférieur. Alors, cette pédagogie active et coopérative fonctionne assez bien et elle permet d'apprendre à lire et à écrire en 2 ans au lieu de 5 à 6 ans requis dans l'enseignement reposant sur la méthode en usage. Fin de la citation. Donc, vous vous êtes inspiré d'un passé retour back de future, là, Ouais. pour innover. Pour innover, oui. Oui, la réciprocité des bénéfices de la relation d'aide entre pairs nous a semblé prometteuse. D'une part, l'élève en difficulté est aidé par un père qui intervient sur une base personnalisée et conviviale, et d'autre part, l'assistant découvre qu'enseigner, c'est apprendre. Les bases du concept étant jetées, nous avons rédigé le plan d'implantation pédagogique du fonctionnement du centre, création d'un cours de formation des assistants et des outils nécessaires. Encouragé chaleureusement par notre cégep et pour la création de matériel avec le soutien de Charles Gravel du CCDMD, nous avons implanté les fascicules PIFEN pour la relation d'aide et l'autocorrection et le PARFEN pour l'autocorrection. Nous avons par ailleurs établi le plan de fonctionnement du centre, le personnel, les locaux, le financement, l'organisation matérielle, la sensibilisation du milieu et le recrutement des assistants. L'ouverture officielle eut lieu en début 1986. Dès lors, d'autres cégeps s'intéressèrent à la formule et emboîtèrent le pas, chacun adaptant la formule à sa réalité. Le premier fut Saint-Laurent, suivi de Rosemont, etc. À Trois-Rivières, ça a été en octobre 88, et nous, on n'a pas appelé ça le CAF, mais le CARL, le Centre d'apprentissage et de ressources linguistiques. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ailleurs? Ben, il y en a eu à Moncton, à Ottawa. Je ne sais pas où ça en est maintenant, hein, mais j'avais même reçu une demande pour l'Argentine. Bon, sous toute réserve. Est-ce qu'il y a, à l'époque, est-ce qu'il y avait plusieurs démarches au centre d'aide? Oui. Il y avait la démarche de la relation d'aide où chaque assistant encadre 3 élèves. Il y avait l'autocorrection encadrée par le ou la technicienne du centre avec notamment les fascicules PIFEN, un pré-test, un test final et le recours aux fascicules pour les divers programmes développés au CCDMD. Et notamment un programme en lecture que j'ai fait avec mon collègue André Turcotte. Et puis il y avait les ateliers en petits groupes, où les professeurs du responsable, toujours présents au CAF. Alors, et de nos jours, quelle formule offre-t-on? De nos jours, je crois que les 3 mêmes formules continuent d'exister. Elles sont offertes dans les centres d'aide, les gens pourraient le confirmer, mais le contexte a évolué et les réalités des CAF ont beaucoup changé.
Je dirais, je reviendrai là-dessus plus tard, je vais le répéter, je pense, plusieurs fois. La réalité des CAF est très différente d'un collège à l'autre. On ne peut pas imaginer à quel point c'est différent. Tu te souviens sans doute, en 1995, c'était l'épreuve uniforme de français, l'onde de choc que les mauvais résultats ont créée. Ça a fait que ça nous a amené plus facilement des élèves au centre d'aide. Autrefois, il fallait presque aller les chercher un par un dans leur classe. Là, ils commençaient à s'inscrire. Mais la même année, le ministère a coupé le financement que Ryan nous avait donné. Comme quoi, il y a des logiques qu'on ne comprend pas toujours. Cette situation financière a causé la disparition de quelques CAF, pour ne pas dire plusieurs. Certains ont survécu, d'autres sont réapparus par la suite. Et dans les façons de faire, j'ai vu des variantes. Je vais te nommer 6 variantes ou innovations qui sont apparues après coup. Puis je vais essayer d'expliquer à mes yeux comment c'est arrivé. D'abord, le remplacement des responsables des centres d'aide. Dans certains centres d'aide, il y a une certaine continuité, mais dans d'autres, c'est un changement perpétuel. Année après année, on change la personne responsable. Ça a une influence, ça a un impact. C'est-à-dire que parfois, c'est la transformation complète de la philosophie du centre qui apparaît. Alors, on peut passer, par exemple, du tutorat ou de l'aide par les pairs à l'aide aux devoirs ou bien au soutien aux devoirs en mise à niveau. C'est arrivé. Je ne dis pas que c'est généralisé, mais c'est des situations qu'on a vues dans des CAF. La difficulté à joindre des élèves de certains programmes, on pense à soins infirmiers qui ont toujours des horaires très atypiques et très chargés. On pense aussi aux équipes sportives. Ça a créé les CAF mobiles. Or, c'est les CAF qui se déplacent dans le programme pour rejoindre ces élèves-là. Il y a eu, après ça, un engouement parce qu'il s'est développé du matériel sur la stratégie de correction, pas juste l'autocorrection, mais une stratégie pour réviser, et ça a concurrencé la grammaire de l'erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, les besoins ont augmenté. C'est créé des listes d'attente. Les collèges ont multiplié les besoins particuliers. On a voulu réduire les listes d'attente. Alors là, les responsables ont assumé de plus en plus de responsabilités dans l'encadrement. Alors, on a vu des profs de CAF faire du tutorat avec des élèves et on a ouvert, dans certains cas aussi, le cheminement autonome supervisé par le responsable. Ensuite, il y a eu une vogue de multiplication des CAF, pas des CAF, mais des centres d'aide dans les collèges. Centres d'aide en mathématiques, centres d'aide en littérature, centre d'aide en philosophie, centre d'aide en physique, centre d'aide en chimie. Eh bien, là, on se répartissait les élèves aidants. Alors, dans certains collèges, bien, on a eu le problème de la pénurie des aidants. Puis peut-être que ça persiste encore. Alors, certains collèges ont trouvé la solution de rémunérer les aidants et d'autres d'aller chercher des étudiants universitaires pour pouvoir jouer ce rôle-là. Mais on ne vit pas tous dans des villes universitaires, alors ça crée des problèmes à certains endroits. Depuis que les profs des différentes disciplines ont commencé à corriger la langue, on vient de voir apparaître dans certains cas la post-correction. C'est-à-dire que les responsables recorrigent, ça se faisait déjà aussi, là, mais aident l'élève à recorriger sa copie pour sanctionner la validité des corrections qui sont faites. Et à ce moment-là, dans certains cas, l'élève peut récupérer les points perdus pour la langue. Il y a aussi la consultation ponctuelle et pour les élèves, mais aussi pour le personnel, de plus en plus pour le personnel, et ça va en consultation en face à face, mais aussi maintenant par courriel, par Internet. Ce portrait est peut-être pas complet, mais je pense que ce qui décrit le mieux, je l'ai dit tantôt, ça va être les mots qui vont revenir, c'est diversité des formules puis différence d'un établissement à l'autre. Juste pour vous l'imaginer, ici, tantôt, monsieur le DG nous a dit qu'il y avait 1000 élèves. Alors, les besoins des 1000 élèves pour 3 programmes, leurs besoins et les moyens financiers sont assez différents d'un collège qui a 6000 élèves avec je ne sais pas combien de programmes et des besoins financiers plus grands. Donc, ça aussi, ça crée des différences entre les collèges. Au moment où on a créé les CAF, là, dans les années 80, après toi, il y en a eu d'autres, on le disait et on le pensait un peu aussi, je pense. Oui, je pensais qu'on pensait, c'est sûr, que les problèmes liés à la langue s'aggravaient. C'était effrayant, c'était pire qu'avant. Penses-tu que c'est encore comme ça? Je ne suis plus dans le milieu. Je ne suis plus dans le milieu pour le moment.
j'ai l'impression, moi, que non, que ça ne s'aggrave pas, mais qu'on est peut-être plus sensible. Voilà. En 85, c'était le grand boom de la démocratisation de l'enseignement. Ça en était au début. Et la clientèle des cégeps devait suivre l'élan de la nouvelle société québécoise. Nous pensons aujourd'hui, et ça je dis avec réserve, que cette mission est accomplie. Alors non, le niveau ne baisse pas. Il monterait plutôt, à mon point de vue. D'accord. Moi aussi, je pense que le niveau ne baisse pas. Mais surtout, on n'a pas de preuve que ça baisse. On ne peut rien comparer. On n'a pas d'instrument pour comparer les mêmes catégories d'élèves avec les mêmes critères. Donc, personne ne peut affirmer que ça se détériore. En plus, quand on affirme que c'était mieux dans le temps, que c'était mieux... que c'était mieux que dans nos premières années d'enseignement. Il me semble que quand j'ai commencé, c'était mieux. C'est qu'on oublie quelque chose. On oublie que nous étions déjà performants en langue, parce qu'on travaille au CAF, n'est-ce pas? On oublie qu'on s'est amélioré d'année en année et que nous sommes passionnés. Alors que les jeunes avec lesquels on travaille, ils rentrent à 17 ans. Ils ont 11 années de scolarité, puis pas vraiment beaucoup d'intérêt pour la langue. Alors, je me méfie beaucoup de la nostalgie du beau passé parce que notre mémoire est très sélective. Alors, même si les élèves sont bons, même s'ils maîtrisent la langue, penses-tu qu'un cours pour les former, pour devenir tuteur, est encore nécessaire? Certainement. Ah, oh. Je ne sais pas ça. Pour des raisons pédagogiques, notamment un encadrement rigoureux, systématique, justement la pédagogie de l'erreur, du diagnostic, et pour une raison financière, quant à moi, essentielle à la survie matérielle des CAF. Sur le plan pédagogique, la formation des tuteurs implique non seulement une maîtrise solide de la langue et des outils, mais une introduction à la relation d'aide. Un cours complémentaire constitue sans aucun doute une initiation au métier d'enseignant. Et sur le plan financier, c'est un moyen récurrent d'assurer la formation des tuteurs dans un cadre pérenne. Oui, je pense qu'il ne suffit pas de connaître les règles de grammaire pour savoir bien écrire. Vous savez ça? Il ne suffit pas de savoir bien écrire pour être capable d'aider quelqu'un à s'améliorer en français. Sinon, les CAF n'existeraient pas, ils ne seraient pas nécessaires. Alors, pour combler les lacunes linguistiques de quelqu'un, il faut, je pense, qu'il puisse progresser dans son apprentissage selon des principes pédagogiques élémentaires. C'est ce que j'appelais, ou ce que j'appelle encore, des séquences d'apprentissage. C'est-à-dire que oui, il faut diagnostiquer les types d'erreurs, mais aussi il faut vérifier et consolider les connaissances et les habiletés préalables. Et puis, après ça, il faut reconnaître les causes d'erreurs. Pourquoi tu fais cette erreur-là? Parlons de mots écrans, d'inversion, de construction de phrases particulières, d'homophonie. Quand on dit à l'élève « répète ta règle » puis trouve ton participe passé, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il sache pourquoi lui, il tombe dans le piège. Quel piège il a? Quel piège il s'est créé lui-même en écrivant? Ça, c'est important. C'est ce que j'appelais la pédagogie de l'erreur. Alors, il est inutile, par exemple, de demander à un élève, bon, maintenant qu'on a révisé, je t'ai rappelé la règle du participe passé, corrige tes erreurs juste de participe passé dans ta copie. Bien oui, mais s'il n'est pas capable, si on n'a pas vérifié ses habiletés à repérer qu'est-ce que c'est un temps composé, comment trouver un sujet, comment trouver un complément direct, comment voulez-vous qu'il progresse. Bien, ça, c'est pas évident à expliquer et je pense que c'est ça. Notre travail auprès des tuteurs, des aidants, vous autres, vous les appeliez les assistants, c'est notre travail de leur montrer ce geste pédagogique et des profs d'autres disciplines ne comprennent pas nécessairement cette partie-là. Et même les directions avec lesquelles on travaille ne pensent pas de cette façon-là. Il faut leur expliquer. Souvent, l'élève aidé, d'ailleurs, va penser que c'est un détour inutile. Elle ne va pas aller refaire la phrase de base. Voilà, là, les groupes fonctionnels, non, 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 non. Gaëtan Clément, tu te souviens de lui? Il a écrit un petit fascicule, un petit livre, Clés pour la relation d'aide. C'est publié par le CCDMD, ça.
Je pense que oui. Bien, là-dedans, ils répètent la même chose. Vous avez sur le site une section pour les tuteurs, le tutorat. Son matériel se trouve là. Excellent, il faut aller voir ça. Est-ce que le cours de relations d'aide sert encore pour la formation des aidants? Oui. Le cours existe encore, mais la réalité est différente d'un collège à l'autre. Comme je te disais tantôt, dans certains cas, on n'est pas capable de recruter 25 élèves. Puis c'est pas un petit collège, là. 25 élèves aidants, bien, c'est parce que tout le monde se les arrache. Et puis s'ils sont payés ailleurs, ce qui était le cas dans le collège où je travaillais, bien, entre des crédits puis des sous, 15 de l'heure, il y en a qui font leur choix. Alors que d'autres collèges, d'autres CAF vont former des tuteurs pendant un semestre complet avant de les placer en situation active de relation d'aide. C'est un monde de différence. Tu parlais tantôt de cours complémentaires parce qu'au début, on se servait des cours complémentaires. Ça aussi, ça a bien changé dans les collèges. Les cours complémentaires ne sont pas vraiment choisis tout le temps par les élèves. Là. C'est le 4e cours qui a pris le relais. C'est ça. Oui, ailleurs aussi, pratique de la communication, mais là, il y a des collèges qui mettent le 4e cours en premier. Alors, je ne sais pas quelle solution ils utilisent. Peut-être que c'est du bénévolat, peut-être qu'ils ont des sous à quelque part pour payer des aidants, ou peut-être qu'ils sont à la recherche encore d'aidants. L'accompagnement des tuteurs aussi varie beaucoup d'un collège à l'autre. Dans ton temps, tu étais à temps plein là-dedans? Oui, absolument à temps plein, mais je donnais le cours aux assistants et puis j'étais présente au CAF de 8h à 5h. 5 jours par semaine. C'est ça. Bien, actuellement, dans des collèges, il y a des équipes complètes qui font ce travail-là. Bien, des équipes ne sont pas 15, là, mais ils peuvent être 2. Et ils peuvent avoir même une agente de bureau ou une technicienne. Puis ils peuvent être logés dans des beaux locaux, bien équipés d'ordinateurs et d'ouvrages, bien localisés. Puis il y en a d'autres qui n'ont rien de ça. Alors, toi et moi, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu des directeurs qui y croyaient puis qui l'ont prouvé en nous aidant, mais de façon très, très concrète. Oui. La question 6. La question 6. En parlant des points communs que nous avons, toutes les deux, on a fait un rêve dès le début. C'est d'ouvrir le centre d'aide aux profs qui désiraient améliorer leur français écrit. Parce que ça aussi, il ne faut pas le dire trop fort. C'est très bien délicat, ça. Mais ils en ont besoin, pas tous. Puis, c'est pas des pourris. Mais ils ont besoin de se faire aider. Et si on leur demande de corriger, d'autant plus, ils ne se sentent pas très bien. Alors, il faut les aider un peu. Hein? Alors, dans tous les domaines, la langue, c'est l'outil de pensée. Elle est le vecteur de l'intégration, de la structuration, du réinvestissement et de la communication des connaissances. Et ça, dans toutes les disciplines. La qualité de la langue est donc une responsabilité collective qui doit se concrétiser par une politique de valorisation de la langue, interpellant toutes les disciplines, le monde de l'enseignement et la société. Une telle politique fut mise en œuvre au CEM, Collège Édouard-Montpetit, en 1988 et donna lieu à l'ouverture du CAF 2, destiné à tout le personnel. En outre, elle lança dans différentes disciplines l'importance, au CEM, l'importance d'une aide personnalisée. La valorisation du français passe par la contribution essentielle de chaque discipline dans la perspective de son champ disciplinaire. Les professeurs ne donnent pas des cours de grammaire, mais par rapport à leur discipline, ils veulent de la précision, ils veulent du vocabulaire adapté, approprié. Donc, vocabulaire, les types de textes qui sont différents d'une discipline à l'autre. Et il faut faire comprendre que la qualité de la langue n'est pas une exigence des seuls professeurs de français. Voilà. Tu vois, toi, tu as mis 2 ans, j'étais un peu plus lente. Dans mon collège, ça a pris 10 ans avant que j'y arrive à créer le CAF Prof. Toi, c'était le CAF 2, moi, c'était le CAF Prof. Puis cette vision très large de la langue que tu décris,
Les chercheurs l'appellent maintenant les compétences langagières. Et c'est apparu avec Jean-Denis Moffett, entre autres, là, et à l'épreuve uniforme. Mais Ça nous a valu le titre de langagier, avec un certain mépris. Nous étions les langagiers, les langagières, si tu veux. Mais je pense que tu as été, pour moi, en tout cas, parce que tu m'inspires, la première, sinon, oui, je pense la première, sinon l'une des premières, à faire la promotion des compétences langagières à travers le matériel que tu as produit pour le réseau REPFRAN. Ah non, pas en tout, pas du tout. Pour le performance. En 1996, on voit à l'écran la couverture d'un des cartables. Alors, dans vos collèges, essayez de déterrer les 2 cartables de Colette Buguet-Melançon sur la pédagogie de la langue dans toutes les disciplines. Ça date de 1996, mais vous allez réaliser que c'était une visionnaire. C'est une innovatrice. C'est encore très d'actualité. Il y a quelques textes qui pourraient être rafraîchis, mais des références dans des articles parus. Mais le reste, pour l'essentiel, la pédagogie, c'est numéro 1, c'est encore tout à fait à jour. De nos jours, c'est plus les REPFRAN qui font ce travail-là. Alors, explique-moi un peu ce qu'est le réseau REPFRAN. Alors, le réseau REPFRAN, c'est le réseau, le regroupement, donc des répondants et répondantes du dossier du français dans les collèges. En juin 2011, le ministère va financer un cadre de mesures, je lis, pour la mise en place d'une offre accrue de services permettant d'améliorer la maîtrise du français des élèves, du personnel enseignant et des membres de la communauté en général. Alors, le ministère, lui, il parle de la maîtrise du français. Nous autres, on parle de compétences langagières, mais lui, il parle de la maîtrise du français. On ne sait pas si ça veut dire la même chose. Non. C'est plus large, la compétence langagière, parce que ça comprend la lecture, ça comprend les structures de texte, ça comprend le vocabulaire, c'est bon. Au-delà du code, c'est beaucoup plus large. Bon. Mais les visées du ministère étaient très larges. C'est-à-dire que ça ouvrait à toutes les possibilités dans les champs d'intervention qui favorisaient l'amélioration du français. Depuis les cours de mise à niveau qui sont devenus des cours de renforcement, en passant par les ateliers sur l'épreuve uniforme, et le reste dont je vais te parler. En 2017, on avait un mandat de 5 ans. En 2017, on vient d'obtenir le financement pour 2 ans. Et là, on laisse au collège le soin de définir les objectifs. L'intitulé est toujours maîtrise du français, mais c'est les collèges qui définissent les objectifs. Alors, le domaine d'intervention sur lequel je vois travailler les REPFRAN couvre trois aspects, 3 grands champs. Le perfectionnement linguistique du personnel, la valorisation de la langue dans les départements et les programmes et la promotion de la politique du français dans les collèges, qu'on appelle souvent la PVLF, terme que tu as inventé aussi, politique de valorisation de la langue française. Les actions qu'ils font peuvent toucher à peu près une dizaine d'aspects. Je vais vous en nommer. L'application, l'actualisation de la politique du français, le soutien pour l'enseignement explicite des genres textuels propres aux disciplines, le suivi du test à l'embauche, le tutorat auprès du personnel, la correction, l'aide à la correction dans les départements, les perfectionnements de groupes, mais départementaux, des chroniques de linguistique publiées dans le journal du collège ou sur le site, la promotion de l'orthographe rectifiée, la formation du logiciel Antidote. Ben oui. Il n'y a personne qui peut faire tout ça. Et personne qui peut assumer toutes ces fonctions-là, c'est évident. Puis comme le reste, les budgets ne sont pas mirobolants non plus. Mais selon la culture, il y a 4 éléments qui déterminent, à mon sens, les choix que les gens font. Mais que les gens, de plus en plus, ce sera que les collèges font. La culture, l'organisation du travail, la conviction des directions. Retenez ça, la conviction des directions. Et le budget disponible. Je souligne. Oui. Donc, les REPFRAN ont des mandats très différents d'un collège à l'autre.
Pour le ministère, certains voient ça comme une ouverture. Ils laissent les collèges, dans leur autonomie, définir les objectifs de ce budget-là. Je me demande si ce n'est pas un manque de leadership. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis 2012, je pense que les REP-Francs ont fait avancer l'idée que la langue, la qualité de la langue, ça se fait dans toutes les disciplines. C'est toutes les disciplines qui en sont responsables. Bon, des années plus tard, on rejoint la philosophie du CAF 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, les activités de soutien pour la politique de valorisation de la langue, ben justement, on l'évoquait, le document Performa. J'ai dispensé des activités dans différents cégeps, notamment Marie-Victorin, où ça a été formidable. Et c'est une expérience qui était très stimulante. De plus en plus, Colette, je ne sais pas si tu le sais, mais on sollicite les CAF pour aider des allophones, pour aider des élèves en situation de handicap. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? J'en pense qu'il y a des limites à la possibilité de couvrir tous les champs et les champs particuliers. Les allophones, ben, je constate la quantité de programmes qui sont destinés aux immigrants, aux allophones. En plus de ça, le meilleur moyen de progresser dans l'apprentissage de notre langue, c'est d'être en immersion dans ces... Donc, je considère que les allophones pourraient voir les différents programmes gouvernementaux, dont certains sont même rétribués, et c'est donné aussi par la formation continue de certains collèges. Donc, moi, je ne ferai pas un cas particulier pour les allophones, c'est très spécifique, et de toute façon, c'est la maîtrise de la langue française, et ça se met dans le milieu, en immersion. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça revenait au CAF. Puis parce que je remarque une tendance à élargir le mandat des centres d'aide en français, comme s'il manquait de travail. Les responsables des CAF, vous autres, vous êtes des personnes, vous êtes reconnus comme des personnes engagées et généreuses. Alors, on se dit, ils sont capables de régler ce problème-là. On a le problème, ils vont le régler. Il n'y avait pas beaucoup de budget pour les élèves en situation de handicap, pour les élèves allophones non plus. Maintenant, dans les budgets, il y a un volet 2 sur les situations particulières où ils peuvent, je pense, aller chercher des sous. Puis pour les élèves en situation de handicap, je pense qu'il y a eu aussi une entente pour que les profs soient soutenus à cet égard-là. De toute façon, pour les troubles d'apprentissage, les professeurs n'ont pas la formation adéquate. Ça prend des spécialistes. C'est tout à fait juste. On n'a pas de formation en enseignement de langue seconde, on n'a pas de formation en enseignement d'orthopédagogie ou d'orthophonie. Alors, on ne peut pas répondre à tous les besoins. Je pense qu'une auto-évaluation du centre d'aide où vous travaillez pourrait aider à recentrer la mission du collège et à mieux cibler le public. Et si vous le faites par le biais d'une auto-évaluation, on pourra reparler du guide de Christian Barret tantôt, bien, ça peut vous aider à avoir des arguments et non pas une opinion personnelle sur la chose face à votre direction. L'épreuve uniforme, dans le même ordre d'idée, est-ce que c'est la place au centre d'aide pour aider les élèves à cet égard-là? Ben, la responsabilité de l'épreuve me semble relever d'abord des professeurs de français pour la partie conceptualisation, structuration des idées, communication. Et de la documentation appropriée et des ateliers doivent être proposés au CAF sous la supervision d'un professeur.
Je suis d'accord avec toi. J'ajouterais à peine que depuis qu'on parle d'aide à l'apprentissage, on a toujours pensé à des mesures en dehors de la classe. Il y a un mouvement pédagogique qui s'appelle la conception universelle de l'apprentissage qui permet de dire si ça sert à des clientèles particulières, à une population étudiante particulière, ça pourrait peut-être servir comme stratégie pédagogique en classe de façon générale. Alors moi, je pense qu'il est temps qu'on retourne à la classe la responsabilité de l'enseignement collégial. Or, l'épreuve uniforme, c'est de niveau collégial. On le défend comme ça. Alors, je pense que ce sont les profs du département de littérature qui devraient apporter le soutien à l'égard des éléments de compétences propres à la littérature. Alors, tu as fait allusion tout à l'heure aux ressources financières. Toi et moi avons eu le privilège de travailler dans des collèges qui ont investi dans leur centre d'aide. Qu'en est-il actuellement? Bien, les problèmes en éducation sont nombreux et les budgets sont minces. La ministre nous a dit l'an passé au réseau REPFRAN que la qualité de la langue, c'était une priorité pour elle. La réalité sur le terrain me semble prendre un autre visage. Les collèges étant autonomes dans l'utilisation de leur budget, bien, qu'est-ce qui arrive dans chacun de vos collèges? Chaque groupe se bat pour aller chercher des sous, se bat pour que son projet devienne prioritaire. Alors, en bout de piste, souvent, on ramasse les miettes de la galette à Amblas, c'est-à-dire pas grand-chose. Ou bien, selon la mode du temps, il y a un groupe, ou selon le lobby, il y a un groupe qui va remporter le gros lot, et les autres sont laissés là. Il y a aussi une autre transformation profonde dans les collèges depuis une dizaine d'années, c'est le changement de personnel. Pas juste les profs qui changent, les professionnels changent, les cadres changent. Ça veut dire que le passé est parfois oublié, les traditions se perdent, les philosophies des établissements changent. Vous avez un rôle à faire. Puis moi, je dirais que le travail de sensibilisation et d'information qu'on a fait dans le temps, c'était pas évident. Non. Il faut le refaire. C'est capital, c'est essentiel, c'est aussi important qu'à l'époque du début des CAF, puis il n'y a rien qui va changer si on ne fait pas progresser la réflexion à cet égard-là. Pour qu'il y ait une nouvelle culture institutionnelle dans le terreau de la langue, dans les collèges, il faut vraiment que vous repreniez le bâton de pèlerin et que vous convainquiez les administrateurs. Ça veut dire qu'il faut apprendre à parler leur langage. Ils parlent en chiffres. Trouvez-en des chiffres. Donnez-leur-en des chiffres. Ils aiment ça. Ils vont dire, hey, mon Dieu, elle est préparée, connaît son affaire. Très important. Parce qu'ils vont ouvrir les oreilles puis ils vont délier les cordons de la bourse s'ils entendent des chiffres. En tout cas, chez nous, ça marchait. Vous devez aussi, ça c'est très important, assurer votre crédibilité. Ce n'est pas votre opinion qu'on veut savoir. Il faut que ce soit appuyé. Donc, votre crédibilité dans vos actions, la force de vos comptes rendus. Il y a des directions qui demandent des comptes rendus rapides pour que ça soit moins long à lire. Cochez oui, cochez non, je l'ai fait, je l'ai fait. Vous savez écrire, vous autres, vous connaissez la force et le pouvoir des mots. Écrivez. La force de vos comptes rendus est très importante. Prenez un rendez-vous au début de l'année pour voir s'il a lu le rapport annuel de l'an dernier. S'il ne l'a pas lu, je reviendrai, lisez-le, je reviendrai. Le réalisme de vos solutions. Il faut arrêter de penser qu'on peut régler tous les problèmes. Ça ne se peut pas. Je vous dirais, selon ma philosophie, continuez à avancer à petits pas, mais en ayant quelques objectifs clair, travaillez avec bienveillance pour vos élèves en difficulté, puis répétez à vos pairs et à vos directions avec une fermeté souriante que vous êtes des experts passionnés, mais vous n'êtes pas un sauveur du monde. À ce propos, j'étais affublée de deux surnoms au collège Édouard-Montpetit. La sœur volante, parce que j'allais d'un département à l'autre porter la bonne parole, remuer les jambes, et ça s'est terminé aussi en Mère Teresa des CAF. Je suis pas loin de ça. T'étais inspirante, Colette. Alors, en guise de conclusion, en 1976, quand j'ai commencé à enseigner,
Les gens commençaient à se rendre compte qu'il y avait des difficultés en français, mais ils ne voyaient aucune solution. C'était le secondaire qui avait un problème. En 80, les CAF ont commencé à apparaître. En 93, le CCDMD a ouvert un coffre au trésor de matériel didactique. En 95, Correspondance a commencé à diffuser de l'information sur les recherches puis sur le fonctionnement et les expériences dans les centres d'aide. Or, quand sur le terrain, vous vous découragez puis vous vous dites « Mon Dieu, que c'est difficile, puis que ça avance pas, puis ça n'a pas de bon sens », permettez-vous de regarder en arrière. Vous êtes jeune peut-être, là, mais croyez-nous, regardez en arrière, le chemin qui a été fait, il a été fait petit à petit, mais ça vaut la peine. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à faire ce travail-là. Vous avez la chance de pouvoir compter sur Dominique Fortier au CCDMD et toute son équipe pour faciliter vos échanges. Faites-en votre force. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, en 2017, être invité à l'Intercaf, pour moi, c'est constater que le relais est pris et entre bonnes mains, et contre toute attente. Chers jeunes collègues, faites-vous confiance, n'ayez pas peur d'ajouter votre pierre à l'édifice et songez que l'union fait la force et que la cause est belle. Je conclus en disant que les CAF sont une richesse pour les cégeps, espace de liberté pédagogique, on voit les différentes formules, ils favorisent l'émergence d'une pédagogie individualisée, ils développent une conception élargie de la langue et ils créent des liens de solidarité et de responsabilité vis-à-vis du français. Merci. Bonjour. Dominique Veilleux, Campus Notre-Dame de Foix à Québec. Tantôt, on parlait de financement, et moi, j'ai un questionnement. Quand au début des CAF, est-ce qu'il y avait un montant alloué aux CAF? Tantôt, on parlait en 2011, où il y a eu des budgets, mais avant, est-ce qu'il y avait des budgets qui étaient alloués aux CAF? Les budgets alloués au CAF, c'était pour faire fonctionner le local, la technicienne. Okay. Mais à part ça, c'était une subvention du gouvernement? Non, mais le fait de donner le cours de relations d'aide, okay, comme ça finançait le CAF. Ça enlevait le gros du bâton. OK. Le financement, c'est ça, il y avait, c'est pour ça que les cours sont importants, parce qu'en étant crédité, il y a une somme qui apparaît. Pour le reste, au tout début, c'était vraiment nos directions qui décidaient que c'était important et qui accordaient une partie de leur budget qui prenait du CO, là. C'était pas une subvention. Moi, j'avais entendu parler qu'il y avait une subvention pour des ateliers de français. Il y a eu effectivement des sous qui ont été donnés à l'époque de Ryan. Okay. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je peux pas te dire les montants non plus. Il y a eu, après ça, une enquête qui a été faite à l'époque où ils testaient l'épreuve uniforme, là, 93-94. Je pense que c'est Aubin qui a fait cette étude-là, là, qui nous demandait combien vous voyez d'élèves, quels sont leurs résultats à l'épreuve uniforme, etc. Et la conclusion, ça a été, c'est pas efficace, donc on coupe. Alors là, il y a pas eu de sous qui est rentré spécifiquement pour les collèges. Dans mon collège, je me souviens qu'il allait chercher des sous dans le perfectionnement, je pense, ailleurs, ou dans l'enveloppe des projets particuliers. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, hein? Dans l'enveloppe des projets particuliers. Alors, chaque collège a sa façon de gérer le budget et c'est pas facile de comprendre comment ça fonctionne. Des fois, travailler avec le syndicat peut nous aider à voir clair et à avoir certaines informations. Être en bonne relation avec le DE, ça aide aussi à savoir des choses, puis ça aide aussi à ce qu'il ouvre le deuxième tiroir, son tiroir discrétionnaire. Dernière chose, est-ce que avec les restrictions budgétaires que les cégeps vivent, est-ce qu'il y a des CAF qui sont en voie de disparition ou en général les CAF réussissent à survivre? Moi, je suis pas au courant des centres d'aide de leur état de vie. Je pense que c'est à vous à répondre. Ça a tout l'air que non. Tant mieux. C'est ça, j'ai l'impression que tous les gens qui sont là, c'est parce que leur CAF a été supporté
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont à la fois responsables de CAF et REPFRAN? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4? OK. Pardon? Il y en a un petit peu plus, alors je ne les ai pas vus. Est-ce que c'est quoi le rapport entre le CAF et les REPFRAN? Est-ce que tu peux observer comme animatrice? Bon, moi, je pense que, d'abord, le mot REPFRAN n'est pas connu dans tous les collèges. Peut-être dans certains collèges, justement, où la personne joue les deux rôles, ça peut créer une certaine confusion. Mais même en dehors de ça, les gens les appellent pas nécessairement des REPFRAN, là. Ils peuvent les appeler animateurs, animatrices, responsables de la politique, là. Donc, ça peut expliquer qu'ils les connaissent pas. Quel lien il y a entre les responsables de CAF et les REPFRAN, entre les équipes de centre d'aide? En fait, on fait tous partie de la même famille parce que on a la même passion, on a le même objectif, à savoir l'amélioration du français des élèves. Et cependant, on travaille avec des personnes différentes. Vous travaillez avec les élèves et les REPFRAN travaillent plus avec le personnel. On devrait, à mon sens, partager les mêmes locaux, parce que les CAF devraient devenir un lieu symbolique, un lieu de référence très crédible et reconnu partout. Quand on rentre dans un collège, n'importe lequel, tout le monde devrait être capable de nous dire « Ah, le CAF, il est là-bas, le CAF, c'est Madame une telle ou Monsieur un tel ». Ça, c'est la preuve que le CAF est très vivant dans un collège quand on peut arriver à ça. Moi, j'ai rien contre le fait qu'un collège nomme le responsable de CAF, le nomme REPFRAN, à la condition qu'il leur donne les ressources pour faire les deux jobs. Sinon, on a un problème. Mais je pense que étant généreuse et passionnée, on se dit, ben, capable de faire ça en plus. Alors, mon nom, c'est Jocelyne Meunier, je suis du cégep de Lévis-Lauzon. Je pense que la réputation des CAF, elle est très bonne. Puis, je vais poser une question, je devrais connaître la réponse, mais je comprends pas pourquoi ça inspire pas la création des CAF au niveau secondaire. J'aime bien la médecine préventive. Nos élèves nous arrivent faibles. Pourquoi tout ce dynamisme qu'on connaît depuis plusieurs années déjà n'a pas déjà influencé le monde secondaire? Parce que ça serait bon pour nous aussi. Oui, mais je pense que c'est déjà une première étape d'avoir sensibilisé les collèges. Et autrement, il faut prendre son bâton de pèlerin et s'en aller vers le secondaire, où on est... Oui, c'est ça. Et on n'est pas forcément bienvenu d'aller piocher au secondaire. Je voudrais peut-être ajouter que dans la région de Québec, il y a 2 écoles privées qui ont un centre d'aide en français. Oui. Mont-Saint-Sacrement et l'Académie Saint-Louis. Est-ce qu'il y a une autre question, commentaire? Bonjour mesdames, je me présente Olivier Gamelin du Collège de la Flèche à Trois-Rivières. Vous avez évoqué le fait que, selon vous, la qualité de la langue française ne se dégrade pas dans les collèges. Je suis peut-être un petit peu trop jeune pour m'en rendre compte, mais ce que je remarque, cela dit, c'est, et je pense que les chiffres parlent à ce niveau-là, c'est l'augmentation des étudiants qui vivent avec des troubles d'apprentissage. Je ne parle pas de difficultés d'apprentissage ou de handicap physique, là, vraiment avec des troubles d'apprentissage. Par exemple, au Collège de la Flèche, c'est 15% de nos étudiants là, qui vivent et des difficultés et des troubles, mais j'aimerais faire appel aux lumières de votre lanterne, de votre expérience. Nous, au Collège de la Flèche, on est forcément confrontés à cette réalité-là parce qu'un trouble d'apprentissage, ça fait en sorte qu'on a beau répéter la règle 1 milliard de fois, là, la règle elle rentre pas et le non-maîtrise de la langue française fait en sorte que les étudiants sont en situation d'échec, particulièrement à l'épreuve uniforme de français. Et là, je me questionne, on essaie de mettre en place des trucs, des astuces, des outils pour essayer de pallier ça. Je sais qu'on n'est pas orthopédagogue, mais selon vous, avec votre regard, là, votre expérience, disons, vos lunettes du passé, vos yeux portés vers l'avenir,
Comment vous voyez ça, cette augmentation? Parce que là, on parle quand même de chiffres. Là, je lisais à moins d'erreurs, ma mémoire est bonne, on parle d'une augmentation de 700% des étudiants en situation de handicap. 700%, c'est quand même pas rien. Là, c'est pas 7%, là, c'est 700%. Comment vous voyez, comment selon vous les centres d'aide en français peuvent-ils s'adapter à cette réalité-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît? Faire déjà ce qu'on fait là. Et puis, ça me paraît impossible de régler des problèmes d'apprentissage, d'handicap. C'est trop pointu. Ça prend des spécialistes, des orthopédagogues, et c'est ces spécialistes-là qu'il faut mobiliser et que les collèges, les ministères et tout amènent à recréer ces postes qui ont été coupés. Je compléterais en disant qu'il y a une augmentation, c'est réel, parce qu'il y a plus de diagnostics qu'il y en avait autrefois. Ces enfants-là sont suivis, les enfants. C'est-à-dire que ces personnes-là ont été suivies dès leur jeune âge, ils ont été repérés, diagnostiqués, ils sont suivis, donc ils nous arrivent. C'est un peu normal qu'il y en ait autant, que ça explose. Par ailleurs, ce que nous disions toutes les deux tantôt, c'est que c'est pas l'affaire des CAF. Que ce soit dans ce local-là, c'est correct, mais ça peut pas être votre travail. Vous avez pas été formé pour faire ça. Il faut le dire à la direction. Ça me paraît fondamental. Par ailleurs, quand ils ont des diagnostics, ils ont des mesures compensatoires à l'épreuve uniforme. Et c'est pas vrai qu'ils sont tous en échec s'ils ont droit à leurs mesures compensatoires. C'est du temps supplémentaire, c'est l'utilisation de certains logiciels spécialisés. En tout cas, dans mon collège, ça a l'air de très bien fonctionner. C'est sûr qu'il y a des cas aussi où ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont en plus des problèmes langagiers. Mais là, c'est autre chose. Mais allez pas vous mettre sur les épaules une responsabilité qui n'est pas de votre ressort. Je veux pas en rajouter une couche, là. Je veux pas en faire une ligne éditoriale, une montée de lait. Je comprends parfaitement votre point de vue, mais moi, quand j'ai un jeune de 18-19 ans qui arrive dans mon bureau puis qui est en situation d'échec dans tous ses cours, je peux pas lui dire je t'aiderai pas, je suis pas orthopédagogue. Je t'aiderai pas, mon collège me veut pas débloquer des fonds pour ajouter. J'ai pas le choix de faire quelque chose avec ces jeunes-là. Tu l'envoies se faire un diagnostic officiel. Et là, s'il le fait, s'il le fait, si d'autres élèves le font, le collège va être obligé de réagir. Il y a des budgets pour ça, donnés par le ministère pour les élèves en situation d'handicap, les SEEH. Ouais. Je voudrais Jean-François Legault au Collège de Valleyfield. Premièrement, ce que je retire de toute votre intervention, j'ai trouvé ça super intéressant de voir que les problèmes d'avant, ceux qui ont présidé, dans le fond, à la naissance des CAF, ceux qui nous donnaient besoin d'avoir les CAF, sont à peu près les mêmes que ceux qu'on vit aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une continuité. J'ai trouvé ça intéressant quand vous avez dit aussi que en 1976, on blâmait les écoles secondaires du fait que les étudiants au cégep avaient un mauvais français. Puis là, en tout cas, à Valleyfield, c'est à peu près exactement la même chose qui se passe présentement en 2017. On blâme encore le secondaire. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Puis c'est ça, ce que je trouve intéressant, mon collègue, le point qui amène ici, c'est la situation des élèves EESH. C'est que si on se fie à la tendance, plus ça change, plus c'est pareil. Ces étudiants-là, ils avaient probablement les mêmes problèmes en 1976, en 1986. Simplement, ils n'étaient pas diagnostiqués. C'est pour dire que finalement, vous les aviez dans vos CAF à l'époque aussi. Et vous les aidiez à l'époque aussi. Simplement, on savait pas que la raison pour laquelle ils avaient ces difficultés-là en français, c'était parce qu'ils avaient ces troubles-là qu'on est capable de nommer. On a créé les catégories aujourd'hui, puis on les diagnostique. Ce qui fait que je pense qu'il faudrait quand même repenser à la mission du CAF en termes de, effectivement, c'est pas à des moniteurs qui suivent un cours, c'est pas leur responsabilité à eux de s'attaquer à des problèmes aussi complexes. C'est à des orthopédagogues, mais il reste que
on les a dans nos salles de classe, on les a dans nos centres d'aide en français parce qu'ils échouent en français, parce qu'ils échouent à l'épreuve uniforme. On a une espèce de responsabilité de repenser la place du CAF dans ce contexte-là. On ne peut pas se délester du problème parce que soudainement, ces étudiants-là ont un diagnostic. Effectivement, on n'est pas habilité à les aider, mais on ne peut pas non plus les ignorer parce que la réalité, c'est que c'est pas évident d'avoir un diagnostic. Souvent, ça coûte très cher. Ça prend des mois et des mois au public à obtenir un diagnostic. Ça va plus rapidement au privé, mais il faut débourser. Puis une fois qu'on a notre diagnostic, ça nous donne droit à des mesures de compensation, mais ça nous permet pas nécessairement de régler nos problèmes. Ça prend encore quelqu'un qui nous aide, donc il faut trouver l'orthopédagogue qui nous aide après. C'est un problème complexe, mais je pense que ma position à moi, c'est qu'on ne peut pas, au CAF, se déresponsabiliser de ça parce qu'ils ont eu leur diagnostic. Moi, je pense qu'il ne faut pas les déresponsabiliser, mais c'est juste la question de faire la bonne approche, de savoir comment prendre la question. Et de toute façon, quand on est au CAF, on reste là, assis, et on attend, et on les aide, et on les aide, et on les aide. On mange pas le midi, on est toujours là pour aider. C'est la philosophie de base. J'aurais une question. Est-ce que votre direction est au courant? Oh oui! Est-ce que vous lui avez posé la question? Qu'est-ce qu'il répond? C'est une question complexe. Ben, c'est ça. Tant que vous allez prendre sur vos épaules d'être les sauveurs du monde, vous allez rester les sauveurs du monde. Non, exactement. Je veux dire, je parle juste du contexte local à Valleyfield. Il y avait un orthopédagogue, son poste a été coupé. On a reçu des enveloppes pour les ESH. Bon, avec la dernière négociation, on essaie de créer des programmes, mais ces programmes-là, leur durée de vie est, je veux dire, la direction est au courant, puis même ils recrutent activement des gens comme ça à Valleyfield qui sont peut-être rejetés. Valleyfield étant un cégep de 3e tour, on se retrouve avec un pourcentage encore plus élevé, disons, qu'un cégep ordinaire. Mais donc, le problème est là, il est su, il est connu, mais est-ce que les ressources suivent? Ben non, c'est clairement... c'est pas cohérent, le discours et les ressources qui viennent avec, mais je peux pas répondre plus que ça. Ça me prendrait un représentant de la direction pour ça. Non, ben c'est ça. Avancez un petit pas. Répétez, je suis pas un sauveur du monde. Vous pouvez pas les refuser parce que vous êtes trop généreux, trop engagé, trop passionné. Vous leur faites une place. Mais répétez que c'est pas votre travail. Répétez. Bonjour, Rachel Descaries de Sorel. Est-ce que j'ai coupé la parole? Nous, à Sorel, en fait, je me suis pas demandé si on était en train de dépasser notre mandat ou pas. Le besoin était criant. Il y avait une trop grande part d'élèves qui étaient en trouble d'apprentissage. Moi, j'ai pris sur moi, on a fait une collaboration avec le CED, qui s'occupe de ces étudiants-là. Alors, le CED leur donne une formation qui dure peut-être, je sais pas, 1h30 sur comment fonctionnent les logiciels. Et puis, moi, ce que je fais, je m'assure avec ces étudiants-là, ces étudiantes-là qui ont bien leur procédure d'autocorrection. Puis, comme ils travaillent toujours avec leurs outils, une fois que la procédure d'autocorrection, selon leur principale source d'erreur, est établie, c'est relativement simple pour le tuteur ou la tutrice d'être capable de suivre les étapes et de s'assurer que la personne, au moins, s'approprie bien les outils. Mais évidemment, les outils n'apportent pas la connaissance. Alors, il y en a plusieurs qui sont frustrés, pensant étant bien contents d'avoir leurs outils, mais ça ne règle pas tout. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai résolu le problème, mais j'avoue que plus ça va, plus ça devient lourd. Là, c'est plus comme 4, 5, 6, ça devient vraiment, on dirait que des fois, j'ai l'impression que la moitié des élèves au CAF sont en trouble d'apprentissage. Mais je suis en train, en tout cas, de le mettre plus en place, mais est-ce que je suis en train de dépasser le mandat du CAF? Peut-être. Intervention, commentaire, suggestion. Je pense que le mandat du CAF, c'est celui qu'on se donne et on le fait avec toute la passion qu'on peut y mettre. Je pense aussi que le fait que, en tout cas au cégep Édouard-Montpetit, ça a été fait, d'autres départements sont venus à l'idée d'une pédagogie individualisée et ça crée un climat, que ce soit en physique, en mathématiques et en philosophie, de l'idée de l'aide, de la relation d'aide et des profs qui sont au service de leurs élèves. Et ça, je pense que ça élargit quand même la perspective.
Marie-Josée Drolet, je suis du Cégep de Jonquière, et puis je suis tout à fait de votre avis concernant les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Et chez nous, moi, je pense que ça dépend vraiment de la volonté de l'administration, parce que chez nous, on a développé des services adaptés, vraiment un très, très, très bon service, parce qu'on a aussi énormément d'élèves qui sont en trouble d'apprentissage. Et fort heureusement, on a une très, très belle collaboration entre le Participe, qui est le nom de notre centre d'aide, et les services adaptés. Alors, souvent, parce qu'on dit que ces élèves-là ont été diagnostiqués au secondaire, mais je regrette, il y a une bonne part de ces élèves qui n'ont jamais été diagnostiqués. Donc, nous, on fait le pont avec notre expérience et puis, je dirais, notre œil, en tout cas assez aiguisé. On est capable de détecter ce genre de problème-là et on va référer les élèves à nos services adaptés. On a des orthopédagogues, on a des APA, des aides pédagogiques à l'apprentissage. Et puis, franchement, je pense qu'on est bien servi de ce côté-là. Puis je me dis, écoutez, on est un cégep de 3e tour aussi. Alors, c'est peut-être une question de choix de l'administration, là. Puis c'est sûr que nous, le CAF, on est passé de 2 ETC à 1,6, 1,4, puis on a 1,2. Puis moi, j'ai des beaux projets qui sont refusés tous les ans, parce que là, on a mis l'accent sur la pédagogie de la première année. Mais enfin, au moins, je trouve que de notre côté, c'est vraiment bien. Puis on a une très belle collaboration. Alors, Bravo! Merci.